Aujourd'hui, le 8 novembre 2017. Nous laisser réenchanter par la vivante réalité de la Terre est une condition nécessaire si nous voulons sauver notre planète de la destruction que nous lui imposons. Pour y parvenir, il faut, pratiquement, réinventer l'humain en tant qu'espèce dans la communauté des espèces vivantes. Ça vient du père Thomas Berry, The Dream of the Earth. Le plus clair chemin pour pénétrer l'univers, c'est une forêt broussailleuse. L'élargissement de nos perceptions. Savez-vous jusqu'à quel point vos sens peuvent appréhender le monde qui vous entoure? Croyez-vous que votre conscience puisse vous révéler des dimensions extérieures au monde physique ordinaire? De nombreuses études montrent que l'être humain est capable d'améliorer considérablement sa vue, d'affiner son ouïe, de développer son sens du toucher et celui de l'odorat, d'aiguiser sa conscience organique et de cultiver ses capacités extrasensorielles. La plupart des gens font occasionnellement l'expérience de ces capacités. Nous sommes persuadés qu'elles peuvent toutes être développées. Certains dégustateurs de vin, par exemple, savent reconnaître plusieurs milliers de cépages. Certains experts en parfumerie, les nez, sont capables de distinguer jusqu'à 30 000 odeurs. Il existe des palpeurs d'étoffe qui réussissent à juger les qualités d'un tissu avec des doigts recouverts de cire. Le sens de l'équilibre aussi peut se développer, comme en témoignent les grands danseurs, plongeurs, gymnastes, ainsi que les ouvriers travaillant sur les ponts. Nous pouvons également découvrir et améliorer en nous la clairvoyance et la perception d'énergie subtile. Essayez de vous rappeler l'occasion de vos dépassements, de vos capacités sensorielles ordinaires, où l'un ou plusieurs de vos sens vous a soudain semblé plus sensible comme nous. Il est abondamment prouvé que la clairvoyance, ou vision à distance, est une capacité humaine courante, bien que très peu reconnue. Certains anthropologues pensent que les chamans de l'âge de pierre s'en servaient pour la chasse et autres activités. Dans les traditions mystiques hindoues, bouddhistes, soufis et taoïstes, elle est considérée comme un pouvoir réel, et elle a souvent été attribuée aux mystiques, juifs et chrétiens. Depuis une quarantaine d'années, des expériences scientifiques sur la voyance sont conduites avec des fonds américains au Centre de recherche SRI international. L'un des directeurs de ces recherches, l'officier Russell Targ, a décrit des techniques d'espionnage par la clairvoyance et a présenté ses travaux à l'Académie des sciences soviétiques. D'autres centres de recherche ont également étudié ce phénomène. En Union soviétique comme aux États-Unis, différents organismes d'État ont financé ce genre d'études dans l'espoir que leurs résultats faciliteraient la détection des installations et activités militaires ennemies. En 1995, la CIA a commandé un bilan de ces recherches financées par le gouvernement. La première tâche du comité d'enquête consistait à évaluer les expériences d'une vision à distance pratiquées au SAIC, Sciences Applications Internationales de Corporation, ainsi qu'au SRI. Parmi les enquêteurs se trouvait un prix Nobel de physique, des experts de renommée internationale en statistique, psychologie, neurosciences et astronomie, ainsi qu'un général de division à la retraite qui était également physicien. Dans la mesure où les travaux du SRI avaient déjà établi l'existence de la vision à distance à la satisfaction de la plupart des membres du gouvernement qui les avaient financés, les expériences du SAIC n'avaient pas pour objectif d'accumuler des preuves, mais d'essayer de comprendre comment fonctionne la perception clairvoyante. L'évolution spirituelle est un passage du microcosme au macrocosme. C'est un voyage dans le savoir et non dans la foi. Pour pouvoir sortir du microcosme, de notre expérience et de nous libérer de nos transferts, il faut avant tout acquérir des connaissances. Nous devons continuellement élargir le domaine de nos connaissances et notre champ de vision par la lente digestion et l'assimilation de nouvelles données. Le processus de l'expansion du savoir est important. Rappelons que l'amour est décrit comme un dépassement de soi, un élargissement du moi, et que parmi les risques de l'amour était celui de s'aventurer dans un monde inconnu, d'expériences nouvelles. Descartes recherchait les principes premiers, certains et évidents, sur lesquels s'appuie la sagesse, c'est-à-dire la philosophie,
qu'il définissait comme une parfaite connaissance de toutes les choses que l'homme peut savoir, tant pour la conduite de sa vie que pour la conservation de sa santé et l'invention de tous les arts. Selon lui, l'homme accède à ses principes premiers par l'élimination du doute, qui est le préalable essentiel à la connaissance de toute vérité. Si je doute, je pense. Je ne puis douter que je pense. Et si je pense, je suis. Cogito ergo sum. Voilà la première vérité. Le mot catharsis, qui vient du grec, désigne une purification ou une purgation de l'esprit et des émotions, propre à soulager les tensions à la fois psychiques et physiques. Dans les temples voués à la guérison de la Grèce antique, le théâtre avait un tel pouvoir cathartique qu'il était souvent prescrit comme agent de guérison. Aristote voyait dans la catharsis une fonction essentielle du drame, et cette vision a influencé beaucoup de penseurs. Depuis Freud, la psychologie moderne utilise la catharsis pour résoudre les conflits émotionnels et accéder au contenu inconscient. C'est une composante active des grandes réunions politiques, des événements sportifs, des films et de l'humour, mais aussi des techniques transformatrices comme le dialogue thérapeutique, la méditation et la prière, l'entraînement sportif intensif et les jeux de rôle dans différentes formes de thérapie. Conscience. Nous ne cessons de créer des images. En tant qu'humains, nous sommes essentiellement des êtres producteurs d'images, dont la capacité de découvrir, de comprendre et de créer de nouvelles significations et de les communiquer dépend largement de la capacité de créer les sensations et les sentiments qui les accompagnent. Il est donc important, à l'instar d'Einstein, d'entrer en contact avec nos images intérieures et de les utiliser comme outils de travail. La pensée productive se développe à partir de l'interaction des images qui vient en nous, d'où l'importance de la visualisation. Celle-ci cherche à harnacher le pouvoir de l'imagination qui s'exprime à travers nos rêves, nos visions, nos intuitions et nos dialogues intérieurs de toutes sortes. La découverte scientifique commence par une vision intérieure de ce qui pourrait être. Et plus cette vision s'impose à notre esprit et à l'esprit de plusieurs, plus nous visons à la réaliser. Cela nous indique toute l'importance de communiquer nos visions intérieures à ceux qui nous entourent. Cette communication permet de les préciser davantage, de les enrichir et de les confronter au réel. Selon Denis Diderot, il existe 3 principaux moyens d'acquisition des connaissances: l'observation de la nature, la réflexion et l'expérimentation. L'observation recueille les faits, la réflexion les combine, l'expérimentation vérifie le résultat de cette combinaison. Bon, la méthode philosophique. Pour se voir comme les autres nous voient. C'est bien, en effet, d'une voie de recherche d'une méthode que, ici encore, il doit être question. La philosophie, elle aussi, est méthodique. Si pour chercher le sujet, une autre méthode est requise pour construire l'objet, c'est toujours, cependant, une méthode qui est requise. Et la philosophie ne se passe pas plus que la science d'une forme de procès, car l'être spirituel n'est pas immédiatement donné à notre regard intérieur. Il n'est pas connaissable à notre pensée humaine sans méditation. Essayez. Tournez-vous vers vous-même le regard de votre pensée. Et que voit-il? Il ne voit d'abord qu'avec peine et fort imparfaitement le cours torrentiel des phénomènes du sujet. Le moi objet, audoyant et divers, le moi dans le monde, et il faudra toutes les méthodes sinucieuses de la psychologie pour en poursuivre l'exploration. Mais quant au sujet des phénomènes vers lequel est orientée l'intention philosophique, il ne tombe pas, lui, sous l'intuition immédiate de la pensée qui le cherche. Cette recherche requiert, elle aussi, cheminement laborieux, méditation, procès méthodique. La philosophie est une intention vers le sujet. Nous voir nous-mêmes comme les autres nous voient est un don fort salutaire. À peine moins importante est l'aptitude à voir les autres tels qu'ils se voient eux-mêmes. Mais qu'arrive-t-il si ces autres appartiennent à une espèce différente et habitent un univers radicalement autre? Par exemple, comment les saints d'esprit peuvent-ils parvenir à savoir ce qu'on ressent effectivement quand on est fou? Ou bien, en dehors de l'hypothèse d'une renaissance, en la personne d'un visionnaire, d'un médium ou d'un génie musical,
Comment pouvons-nous jamais visiter les mondes qui, pour Blake, Swedenborg, pour Jean-Sébastien Bach, étaient leur foyer? Et comment un homme à la limite extrême de l'ectomorphisme et de la cérébrotonie pourrait-il jamais se mettre à la place d'un homme à la limite de l'endomorphisme et de la viscérotonie, ou à l'intérieur de certaines aires circonscrites, partager les sentiments de celui qui se tient à la limite du mésomorphisme et de la somatotonie? Pour le behavioriste, sans mélange, des interrogations de ce genre sont, je le suppose, vides de sens. Mais pour ceux qui croient théoriquement, ce qu'en pratique ils savent être vrai, savoir que l'expérience possède un côté intérieur aussi bien qu'un côté extérieur. Les problèmes ainsi posés sont des problèmes réels, d'autant plus graves qu'ils sont. Les uns insolubles, d'autres solubles seulement dans les circonstances exceptionnelles, et par des méthodes non accessibles à tout le monde. Ainsi, il semble virtuellement certain que je ne saurai jamais ce qu'on ressent quand on est Sir John Falstaff ou Joe Louis. D'autre part, il m'a toujours paru possible que, grâce à l'hypnose, par exemple, ou à l'auto-hypnose, au moyen de la méditation systématique, ou bien par l'absorption de la drogue appropriée, je puisse modifier mon mode ordinaire de conscience de façon à pouvoir connaître par l'intérieur ce dont parlaient les visionnaires, les médiums et les mystiques. Bon, l'ectomorphisme, relatif à l'ectomorphe, qui traduit le développement de la surface des corps avec ses appareils des sens et du système nerveux, en général correspondant au tempérament anxieux et introverti. La cérébrotonie, correspondant au type ectomorphe. Endomorphisme, objet de mathématiques sur lui-même. Viscérotonie, en psychologie, une des composantes de la personnalité. Mésomorphisme, fait d'avoir une taille moyenne pour un physique musclé. Anatomie. Et finalement, la somatotonie, composante du tempérament mise en évidence, caractérisée notamment par un maintien et des mouvements préemptoires. L'amour de l'aventure physique, celui de la domination, le courage, l'indifférence à la douleur, l'extraversion, dynamisme, énergie de l'être humain. Étude comparative d'expériences extraordinaires. Un grand nombre de comptes rendus d'expériences supranormales a été publié dans des revues scientifiques, des bulletins des sociétés pour la recherche psychique anglaises et américaines, dans des livres comme Human Personality de Frederick Myers, Phantasm of the Living de Edmund Gurney, Varieties of Religion, Experiences de William James, The Physical Phenomena du mysticisme de Herbert Thurstone, Ecstasy de Marganita Lasky, Watcher on the Hill de Raymond Reynolds Johnson, The Future of the Body de Michael Murphy, et dans bien d'autres publications. Prises dans leur ensemble, ces données forment une sorte d'histoire naturelle, non de spécimens minéraux ou animaux, mais d'une expérience humaine hors du commun. Elles vont plus loin qu'un catalogue d'aventures supranormales, comme on en trouve dans tout texte mystique, tel Yoga Sutra de Patanjali et Visuddhimagga du bouddhisme Theravada. En ce sens qu'elles font état des capacités supranormales démontrées par des méthodes de recherche empiriques qui n'existaient pas dans la culture ancienne. Ce livre s'en inspire, soit directement, soit indirectement, la psychologie humaniste et transpersonnelle. La relation entre thérapie et expérience spirituelle initiée par Jung, Rank et autres psychiatres s'est confirmée et développée grâce à un groupe informel de psychologues humanistes et transpersonnels américains, européens, japonais et australiens. Leur mouvement n'a pas de chef, de fil, d'approche unifiée, mais il se réfère fréquemment à Jung, William James, Abraham Maslow, Carl Rogers, Rollo May et autres psychologues et psychiatres qui ont mis en lumière le potentiel d'évolution des hommes autant que leur handicap. Les hypothèses et études empiriques émanant dans cette tendance ont été présentées dans le journal Humanistic Psychology du Journal of Transpersonal Psychology depuis les années 60.
Le philosophe, Ken Wilber a proposé un modèle de l'évolution humaine qui combine les perspectives humanistes et transpersonnelles avec les découvertes de psychologues du développement de théorie du développement moral de Lawrence Kohlberg et de nombreuses techniques contemplatives. Le terme méditation, si proche du terme médiation, exprime, heureusement, ce labeur réflexif. M'entretenant seul moi-même et considérant mon intérieur, je tâcherai de me rendre peu à peu plus connu et plus familier à moi-même, dit Descartes, au début de sa 3e méditation métaphysique. Une médiation n'est pas un recours à des méditations intérieures, un discours intime. C'est ce discours méditatif, ce dialogue intérieur et médiateur que Platon nommait dialectique. Bergson a parlé, lui, d'une connaissance intuitive du moi par lui-même. Mais a-t-il exempté de méthode cette intuition? Il a raconté lui-même. Lisez l'introduction de la pensée et le mouvement. Ses hésitations à choisir le mot intuition pour désigner sa méthode philosophique. Et il a défini, en les opposant, les sens donnés par lui aux autres termes intelligence et intuition. On peut discuter le choix de ce vocabulaire, mais Bergson s'est gardé de le proposer comme indiscutable. Il a pris soin de définir le sens qu'il donne aux termes qu'il emploie. Il a averti expressément qu'il nomme intelligence la puissance constructive, géométrisante, fabricatrice, tournée vers le monde matériel, qu'elle s'emploie à explorer et à expliquer, et qu'il nomme intuition la puissance réflexive, par laquelle l'énergie spirituelle, tournant le dos à la physique du monde, se retourne vers le moi par un effort violent. Nous appelons intuition, dit-il, la sympathie, par laquelle on se transporte à l'intérieur d'un objet. Lisons ici d'un être, pour coïncider avec ce qu'il a d'unique et par conséquent d'inexprimable, s'il existe un moyen de posséder une réalité absolument, de se placer en elle au lieu d'adopter des points de vue sur elle, d'en avoir l'intuition au lieu d'en faire l'analyse, la métaphysique, but de l'intention philosophique, est cela même. Il montre comment il y a une réalité au moins avec laquelle nous sympathisons ainsi notre moi qui dure, mais il montre aussi comment le moi se dépassant gagne les autres êtres entre nous, notre conscience et les autres consciences, et la séparation est moins tranchée qu'entre nos corps et les autres corps, car c'est l'espace qui fait les divisions. Et il y en a une certaine interprétation possible des consciences humaines. Il nous montre encore comment il peut y avoir une certaine intuition du vital, et par conséquent une métaphysique de la vie qui plongera la science du vivant, un ressaisissement par la conscience de l'élan de vie qui est en nous. Il pense même pouvoir montrer comment il est possible d'entendre plus encore la portée de l'intuition jusqu'au monde lui-même, qu'il relève d'elle quant à sa fonction et à son origine. Le domaine propre de l'intuition étant l'esprit, et voudrait saisir dans les choses mêmes matérielles leur participation à la spiritualité. Nous dirons à la divinité, si nous ne savions tout ce qui se mêle encore d'humain à notre conscience, même épurée et spiritualisée. Ce mélange d'humanité est justement ce que fait que l'effort d'intuition peut s'accomplir à des hauteurs différentes. L'amour reçu et l'amour donné constituent la meilleure forme de thérapie. Gordon Allport, 1955. Beaucoup d'informations est disponible sur les problèmes humains, sur la maladie et sur les divers maux qui existent sur Terre. Malheureusement, très peu de recherches ont été faites sur les gens heureux et en bonne santé. C'est là, sans doute, le reflet de notre culture orientée vers les problèmes, les malheurs et le négatif, mais très peu sur ce qui va bien. Toutefois, quelques chercheurs comme Abraham Maslow, Gordon Allport, se sont penchés sur cette question et ont pu dégager un certain nombre de traits qui partagent les gens heureux et en santé. En voici quelques-uns. Ils démontrent une grande aptitude à établir des rapports humains chaleureux et intimes.
Ils ont une perception globale et réaliste du monde. Ils démontrent une grande acceptation d'eux-mêmes, des autres et de la nature en général. Ils ont le sens de l'humour, sont très spontanés et créatifs tout en étant simples. Ils sont non conformistes tout en ayant un profond sens de l'éthique. Ils sont concernés par l'humanité. Ils sont religieux, c'est-à-dire reliés à l'univers. Ils connaissent l'amour. La réalisation de soi naît et mûrit dans une sorte de conscience tout à fait particulière, décrite de manière très différente par des gens très différents. Par exemple, les mystiques en ont parlé comme étant la perception de la divinité et de la perception du monde. Richard Bock l'appelle la conscience cosmique. Buber la décrit en termes de relation moi-Dieu, et Maslow lui donne le nom de being cognition, la cognition de ce qui est. Nous utiliserons le terme d'Ouspensky, la perception du miraculeux. Ici, miraculeux ne se réfère pas seulement à des phénomènes extraordinaires, mais au quotidien, car tout peut évoquer cette conscience particulière si on y prête suffisamment attention. Une fois la perception débarrassée des préjugés et des intérêts personnels, elle est libre d'appréhender le monde tel qu'il est et de contempler sa magnificence. La perception du miraculeux ne demande aucune foi ni aucune théorie. Il faut simplement être assez réceptif et attentif aux données de la vie, c'est-à-dire à ce qui est présent et auquel on ne fait généralement pas attention. La véritable merveille du monde peut se trouver partout, dans la plus infime parcelle de notre corps, dans l'immensité du cosmos et dans l'interconnexion intime de toutes choses. Nous faisons partie d'un écosystème subtilement équilibré, dans lequel interdépendance et individualité vont de pair. Nous sommes tous des individus, mais sommes aussi partie d'un tout qui nous dépasse, unis au sein de quelque chose de grandiose, d'une beauté indicible. La perception du miraculeux est l'essence subjective de la réalisation de soi, et la racine d'où naissent les caractéristiques et les expériences humaines les plus élevées. Ça vient de Michael Stark et Michael Washburn, Beyond the Norm, est un modèle spéculatif de la réalisation du soi dans le journal d'une religion et de la santé.